Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir à nouveau Laurent Ozon. Laurent, bonsoir, bonjour. Salut Pierrot. Laurent, on ne te présente plus, tu es un des intellectuels, en tout cas à mon sens, les plus intéressants de ces 15 dernières années en France. Et surtout, tu as une expérience de la vie qui est pas du tout, pas du tout je sais pas comment on dit, mais en tout cas, tu as beaucoup d'expérience. Tu as été entrepreneur, auteur de livres, conférencier. Tu as même fait de la politique. Bref, tu es un homme accompli, père de famille, et tout ça, c'est vraiment très intéressant et ça valorise le message. Et tu es auteur de nombreux livres. Et récemment, tu viens de sortir un livre aux éditions Géopolitique profonde, les néoconservateurs, une élite impériale. Alors, pour ceux, on le disait en off avant de démarrer, pour ceux de notre génération, on les a subis, les néoconservateurs, depuis, en tout cas, beaucoup les ont découverts avec le 11 septembre. Mais leur origine est beaucoup plus ancienne. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton livre? Ça serait long si tu veux commencer par quoi? Par où, d'où ça vient, ces néoconservateurs? Alors, les néoconservateurs, d'abord c'est un mot. C'est un mot qui apparaît dans les années 70, 1970, et qui sert à désigner des gens issus de la gauche, qui vont se retrouver en opposition avec leur famille idéologico-politique d'origine. Au départ, c'est ça. On n'en a pas une idée plus précise. Globalement, tous les gens se disent, tiens, bah, ce sont des gens qui étaient de la gauche et qui sont devenus conservateurs. Donc les néoconservateurs, au départ, on les présente comme des libéraux, hein, terme utilisé aux États-Unis pour dire gauche. On les présente comme des libéraux qui, globalement, ont changé leur fusil d'épaule et se sont rapprochés des conservateurs, ou en tout cas sont devenus des conservateurs, mais d'une autre façon. Au départ, c'est un peu comme ça qu'on le voit. En fait, dans les faits, au moment où on commence à entendre parler d'eux, dans les années 70, donc à la guerre du Vietnam, la fin de la guerre du Vietnam, euh, c'est déjà de l'histoire ancienne, puisque en fait, les néoconservateurs, c'est une mouvance, une nébuleuse, qui s'est globalement formée très progressivement, avec comme sociologie originaire, revendiquée. Et quand je dis revendiquée, c'est que globalement, des gens comme, je sais plus comment il s'appelait, là, Podhoretz et d'autres, dans la revue Mhm. Commentary, revue officielle de la communauté juive américaine, déclaraient ou ont déclaré à plusieurs reprises que les néoconservateurs étaient un phénomène très spécifiquement et très originellement ancré dans la communauté juive d'origine est-européenne réfugiée aux États-Unis, et donc dans la communauté ashkénaze d'origine de l'Est, c'est-à-dire Pays-Baltes, Ukraine, Pologne, Russie, etc., etc., qui est venu s'installer donc à partir des années 30, à 20-30, venu s'installer aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ces gens, en fait, ont décidé à faire de la politique? Pourquoi est-ce ils se sont intéressés, en fait, à la politique? Bah, d'abord parce que la plupart d'entre eux faisaient déjà de la politique. Ce sont souvent des affaires de famille hein, dans ce mouvement, cette nébuleuse. On est néoconservateur de père en fils. Hein. Regardez, il y a des grandes familles, la famille Kavian, etc. Bon, en France, on connaît par exemple les Glucksmann de père en fils, par exemple. Donc, ce sont des familles qui, globalement, ont tous des ascendances marxistes. Ce sont des marxistes et certains d'entre eux, un bon nombre d'entre eux, ont des familles ou appartiennent à des milieux qui ont très largement participé à ce qu'on appelle la révolution bolchevique à partir de 1917 en Union soviétique, qui a été un pouvoir qui s'est présenté comme une dictature du prolétariat, mais qui n'était qu'en fait qu'une dictature des minorités. Il faut le comprendre, c'est que l'Union soviétique n'a jamais été une dictature du prolétariat, mais a été très clairement une dictature des minorités. Pourquoi? Bah parce que globalement, ce sont des populations ou des élites appartenant à toutes les minorités de l'Empire russe qui ont pris le pouvoir au moment je dirais, de la révolution bolchevique. Donc, parmi les plus représentés, il y avait évidemment la population juive originaire de cette région, balte, géorgienne
etc. Et donc, par exemple, Staline était géorgien, Beria était géorgien, le fondateur de la Tchéka, Dzerzhinsky, était polonais. Bon, énormément des juifs étaient aussi très surreprésentés dans ces institutions. Et ceux qui étaient sous-représentés, enfin, eu égard à leur poids démographique dans l'ensemble, c'était les Russes, les Ukrainiens, les Tatars, etc., qui étaient globalement des populations majoritaires sur leur terre et qui, globalement, ont aussi été les premières victimes du système soviétique. Hein, en nombre, les Russes loin devant. C'est pour ça que quand vous avez quand tu as des types qui te mettent sur le dos de la Russie, je dirais les massacres, ou des Russes, les massacres de la révolution bolchevique, Mhm. il y a des gens qui ont envie de leur dire, écoute, là, non, c'est clairement pas possible. Donc, les Russes ont été quasiment éliminés, ou en très grosse partie minorisés, mis en très grosse minorité dans ces nouvelles institutions à partir de 1917. Mais par contre, d'autres qui étaient très minoritaires dans la population, représentaient moins de 1%, typiquement la population juive, s'est retrouvée très surreprésentée, représentant parfois jusqu'à 30, 40, voire 50, 60% des effectifs, selon les, etc. C'est d'ailleurs ce qui a en partie justifié, ou en tout cas expliqué, non pas justifié bien évidemment, mais justifié le fait que dans une partie des populations de l'Europe de l'Est, il y avait une association assez systématique entre le communisme et les juifs, dont le fameux complot judéo-bolchevique, hein, dont tu as certainement entendu parler. Ce complot, donc, est une thématique d'extrême droite aujourd'hui, mais qui, globalement, pour les gens, s'entendait assez facilement, dans la mesure en plus où les institutions internationales de l'Union soviétique étaient assez souvent dirigées ou représentées par des gens appartenant à cette communauté. Et donc, que ce soit en Roumanie, en Hongrie, etc., etc., les gens ont associé les deux, globalement. Et puis, globalement, ce système s'est développé. Il y a eu la guerre civile épouvantable, des millions de morts, des massacres, des goulags, etc., etc. Donc, c'était une épouvante. Et progressivement, s'est imposé dans cet appareil Staline, qui lui était un Géorgien, euh, avec un responsable derrière lui qui s'appelait Beria, qui était lui aussi géorgien. Et Staline va progressivement, à partir des années 30-35, commencer à liquider les anciennes gardes, les anciennes élites révolutionnaires, anciennes, pas si anciennes que ça, mais enfin qui sont déjà là depuis une vingtaine d'années, une 15-20 ans. Et il va les liquider, ils vont liquider plus d'1 million dans les années 30-35, 1935, oui. Et cette liquidation va toucher du coup toutes les populations qui étaient surreprésentées numérairement dans ces élites, évidemment. Et comme ces cadres soviétiques la population juive y était surreprésentée, la population balte y était aussi, Staline va en fait épurer des gens dans leur immense majorité qui sont des Baltes, des Juifs, etc., et va faire progressivement remonter par capillarité dans le système soviétique des Russes, et donc de façon à ce que le système va redevenir progressivement de plus en plus un État russe, puisque les Russes vont redevenir de plus en plus nombreux dans cet appareil, même s'il ne restera pas russe très longtemps, enfin, il ne sera pas réellement russe, puisque cette tendance en fait à l'épuration des anciennes classes révolutionnaires, qui appartient à une logique purement de survie hein, pour Staline, hein, qui consiste en fait à nettoyer en permanence, etc. On connaît les gens qui disparaissaient sur les photos là. Et chacun, celui qui restait à l'épuration en question, se disait toujours c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Staline, en même temps, était très adroit. Il y a des bouquins très intéressants sur l'antisémitisme supposé de Staline qui ont été publiés, qui expliquent en fait cette stratégie consistait toujours en fait à s'associer ou à s'attacher et envoyer des signaux contradictoires à la population juive soviétique, typiquement par la promotion d'artistes juifs, de cinéastes juifs, etc., etc., en même temps qu'il liquidait les anciennes couches révolutionnaires pour ne pas être accusé d'antisémitisme, parce que ces populations étaient surreprésentées dans ces populations, etc., etc. C'est une longue histoire, mais bref, l'histoire de la population juive dans l'Union soviétique est une histoire à part entière. Et il y a un bouquin très intéressant qui y a été consacré, c'est celui d'Alexandre Solzhenitsyn, Deux siècles ensemble, le tome 2,
qui parle beaucoup de ça, qui parle de ça, même s'il n'est pas totalement objectif, c'est quand même très bien sourcé, très intéressant. Il faut lire d'autres choses, hein. Mais voilà, en tout cas, ça a été une aventure assez compliquée. Et effectivement, cette population qui se retrouvait quelque sorte projetée au pouvoir par la révolution bolchevique en 1917 va se retrouver progressivement sous l'influence du stalinisme, de plus en plus évincée du pouvoir. Et quand en 1939 la guerre va se déclarer, entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, tous ceux qui ont quitté l'URSS à l'époque et qui sont partis se réfugier en Amérique du Sud, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, etc., vont avoir le choix entre un système qui globalement est un système qui leur fait une très très mauvaise impression parce qu'ils ont été obligés de se barrer, qui est le système dirigé par Staline, et puis le système dirigé par Hitler. Et donc pour eux, bah, globalement, il n'y a pas photo. Ils vont se retrouver globalement, pour la plupart d'entre eux, contraints au silence pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire obligés de taire leur hostilité évidente et lourde à l'égard du système stalinien, à l'égard de cet État soviétique qui s'est débarrassé de ses minorités, sous-entendu qui s'est débarrassé d'eux, de leur famille, de leurs amis. Et qui en plus est victorieux en 45 et que donc on peut pas trop la ramener par rapport à ça parce que Il est victorieux en 1945 et justement ce qui se passe en 1945, c'est que les États-Unis et l'Union soviétique ont fait la guerre de façon très différente. La Russie a fait la guerre avec des hommes et du sang, et les États-Unis ont fait la guerre, ils ont perdu des hommes bien sûr, mais en termes de proportion ça n'a rien à voir, ont fait beaucoup la guerre avec leur industrie. Donc, leur industrie qui a d'ailleurs servi notamment à la Grande-Bretagne, mais aussi à l'Union soviétique. Mhm. Et cet effort industriel aux États-Unis a complètement bouleversé les États-Unis. Les États-Unis, c'était la 19e puissance militaire du monde, je crois, en 1937. C'est ça, en 1945, ils sont la première puissance militaire du monde, la première puissance économique du monde. Bref, c'est en fait un État qui était un État minimal fédéral avec des États, le Texas, la Californie, l'Ohio, etc., qui eux étaient très souverains, qui, sous la pression de la guerre, en fait, s'est transformé et est devenu un État. Je suis obligé d'aller très vite, hein, donc c'est beaucoup plus bien sûr. complexe que ça. Sous l'effort de guerre, en quelque sorte, a effectué ce qu'on appelle une révolution managériale très profonde et a changé de nature radicalement pour se transformer en un État fédéral puissant, avec des institutions puissantes, au sortir de la guerre. Et les États-Unis, au sortir de la guerre, c'est une puissance qui rayonne de bonheur, puisqu'elle est victorieuse, elle est riche, elle est puissante, elle est célébrée. Elle a une industrie du cinéma qui lui permet d'avoir en fait une vitrine sur l'American Way of Life, où on voit ces films de Hitchcock, etc. etc. Et bon, comment ne pas avoir comment une puissance qui a l'air aussi satisfaisante, heureuse, exhibant ses acteurs tous plus beaux les uns que les autres, etc., ne peut ne pas faire envie au monde. Simplement, en 1945 commence une nouvelle guerre, qui elle est une guerre mondiale, qui est la guerre entre les deux blocs, la guerre froide, et entre deux systèmes qui sont des systèmes qui sont devenus des technocraties managériales, des technocraties même transnationales, puisqu'on a d'un côté le monde dit libre avec les États-Unis et ses satellites européens et sud-américains, et de l'autre, l'Union soviétique avec ses satellites aussi, l'Allemagne de l'Est, Roumanie, etc., etc., Pologne. Et donc, au sortir de la guerre, ces gens qui sont partis se réfugier aux États-Unis, qui sont restés des militants, qui sont des militants trotskistes souvent, hein, parce que Trotsky est obligé de fuir l'Union soviétique, parce que sinon il aurait terminé à la casserole comme les autres. Donc, la plupart de ces gens-là sont trotskistes. Et ils vont d'ailleurs essayer d'exercer leur talent politique dans le trotskisme politique, dans la gauche politique et syndicale aux États-Unis, qui est très puissante hein, pendant la guerre. Avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre, très puissante. Les Mhm. syndicats extrêmement importants. Euh, le New Deal était une politique qui, par certains aspects, était une politique très socialiste, hein, d'un certain point de vue. Hein. Il y avait beaucoup de, donc, je dirais, le mouvement trotskiste à l'époque aux États-Unis est plutôt à l'aise, se développe plutôt largement dans les milieux, les réseaux, les machins, etc. Et ces gens qui viennent, qui ont fui l'Union soviétique, parfois avec leur famille, etc., ou qui viennent de familles qui ont fui et qui sont rejoints par d'autres, etc., etc., tout ça va former une sorte de nébuleuse qui va se doter, je dirais, d'abord de capacités d'influence politique dans les mouvements politiques, puis qui va progressivement prendre ses distances en fait avec un mouvement trotskiste.
Le premier d'entre eux, le plus connu, qu'on connaît parce que qui n'est pas forcément le plus représentatif, mais en tout cas qui a fait grand bruit, c'était James Burnham, qui est un théoricien qui est finalement le chaînon manquant entre conservatisme et néoconservatisme, puisqu'en fait c'est le premier qui va quitter en quelque sorte le trotskisme avec perte et fracas. C'est un collaborateur de Trotsky et qui va dire en gros, en 1941, il va publier un livre qui s'appelle La Révolution managériale, qui dit en gros, bon, on nous a expliqué que c'était la guerre entre le projet de dictature du prolétariat et de libération des aspirations de l'homme, patin couffin, contre le méchant système capitaliste. En fait, non. On a trois systèmes, on a trois technocraties multinationales en confrontation. La technocratie transnationale nazie, la technocratie transnationale bolchevique et la technocratie transnationale occidentale américaine. Et donc, globalement, voilà, la guerre se fait entre ces trois blocs. Et en fait, ce n'est pas une guerre entre la dictature du prolétariat et les forces capitalistes. C'est pas vrai. Donc, il va couper le truc, il va publier son bouquin La Révolution managériale, qui sera édité en France à la sortie de la guerre grâce à l'aimable pression de Raymond Aron, et que tu as bien connu, et qui sera préfacé, si je ne me trompe pas, par un certain Léon Blum, à la demande de Raymond Aron. Raymond Blum, Léon Blum, qui se trouvera un petit peu gêné aux entournures par le contenu de ce texte, qui expliquait ni plus ni moins que les mythes politiques de la gauche pré-Deuxième Guerre mondiale étaient factices. Il y a d'autres intellectuels qui vont coter beaucoup, hein, comme par exemple Léo Strauss, qui est un intellectuel fondamental aussi dans l'histoire du mouvement néoconservateur. Pourquoi? Parce que c'est globalement quelqu'un, je suis obligé d'aller très très vite et c'est beaucoup Mhm. plus... Bien ouais, sûr. je peux Bah, les passer déjà auditeurs dedans. pourront évidemment lire ton livre dont je mettrai le lien sous la description. Il est bien évidemment. Tout à fait. Et Léo Strauss, c'est un intellectuel très différent, c'est un homme assez nettement différent, je ne peux pas expliquer, je n'ai pas le temps. Puis d'autres comme Erwin Kristol, etc., qui vont créer les New York Intellectuals. Et on va avoir toute une mouvance, en fait, originaire du trotskisme, qui globalement se sent toujours de gauche, elle appartient toujours à ce qu'on appelle les mouvements libéraux, les milieux libéraux, etc., qui va prendre l'habitude quand même d'une coopération, voire d'une collaboration assez régulière avec un certain nombre d'agences d'État, parfois de façon plus ou moins détournée. Alors quand ça va se savoir, par exemple, quand Erwin Kristol va se retrouver dans des trucs organisés, financés par la CIA, et qui va l'apprendre après, il va dire non, non, moi je n'y vais pas, etc. Mais genre, à l'époque, il se sent encore un peu de gauche, enfin, il se présente encore comme un intellectuel de gauche. Donc à l'époque, ça fait un peu mauvais effet d'être financé par l'État fédéral américain. Mais globalement, par exemple, des types comme James Burnham n'aura pas ces pudeurs de gazelle là du tout. Bon. Et donc toute cette nébuleuse va survivre, enfin va vivre jusque dans les années 70, entre 1945 et 1970. D'abord en serrant les fesses sous le macartisme à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le macartisme qui était un mouvement d'épuration en quelque sorte sous paranoïaque visant à chercher comment dire, une cinquième colonne Des communiste agents soviétiques, oui. des agents soviétiques dans tous les coins aux États-Unis, mais qui n'en a pas beaucoup trouvé, mais qui par contre a servi à faire avancer un certain nombre d'intérêts. Donc on trouve en fait ce qui allait devenir les néocons, ces gens-là, on les trouve dans des cercles d'influence qui vont devenir progressivement des think tanks. Donc d'abord les New York Intellectuals, puis après les think tanks, puis après des lobbies qui sont des lobbies liés souvent au milieu de l'armement, puisqu'ils vont se faire souvent les défenseurs, on va dire, d'une politique de réarmement lourde des États-Unis contre l'Union soviétique. Hein. Ils vont souvent animer des cercles pour dire nous sommes trop faibles, nous sommes sous-armés, ils ont beaucoup plus d'armes que nous, il faut absolument acheter plus d'armes, il faut mettre de l'argent, il faut dépenser de l'argent, il faut s'endetter, il faut dépenser du fric, il faut mettre de l'argent dans l'État, au point jusque dans les années 90-95 où les États-Unis représentaient jusqu'à 55% à eux tout seuls du budget militaire de l'ensemble de la planète. Donc, il va y avoir une grosse pression des néoconservateurs très tôt, qui vont se mettre au service des industries de l'armement, lobby militaro-industriel, on va dire, pour que les États-Unis deviennent en quelque sorte une machine à produire des armes de plus en plus, avec toujours ce même jeu qui consiste à dire à survaloriser ou à voilà, survaloriser l'ennemi. Hein, et ça se joue toujours dans un jeu assez intéressant qui est analysé par des auteurs qui expliquaient qu'en même temps, il fallait que l'ennemi soit faible et inefficace, présenté comme très faible et très inefficace,
Genre, ça ne marche pas leur truc, c'est la merde. Et ils sont nuls, ils vivent comme au Moyen-Âge, ils n'ont pas de toilettes, enfin, etc., etc. Nous, on est riches, on se porte bien, on a la technique, etc. Et simultanément, oui, mais quand même, ils sont très dangereux et ils ont des armes très dangereuses. Alors, quand tu essayes de boucler les deux ensemble, tu te disais, il y a un truc qui cloche. Et puis, mais on était dans ce discours-là. Ouais. Tu as été, tu étais officier de réserve dans l'armée française. J'étais gamin dans les années 70 et adolescent dans les années 80. Ce discours-là, on l'a entendu dans le monde occidental, dans les forces de l'OTAN. On nous le disait, attention, en quelques jours, les Russes vont arriver à Paris, sur le Rhin. Mais en revanche, regardez, c'est des alcooliques, ils sont incompétents. Et d'ailleurs, par parenthèse, tu le dis à demi-mot, c'est le discours qu'on entend depuis 3 ans sur la Russie en Ukraine. Oui, oui, c'est un peu toujours pareil. C'est-à-dire, ils vont nous envahir, mais en même temps, ils se battent avec des chameaux et des bâtons. Alors, donc, mais en fait, le tout, c'est que ça ne soit pas dit en même temps. C'est-à-dire que tu peux alterner un jour sur l'autre, hein. Bon. Bref, tout ça participe en fait d'un discours, d'une psychologisation, d'une mise en état psychologique de la population qui est assez intéressante, sur lequel on pourrait discuter aussi, mais ça serait un sujet à part entière. Toujours est-il que donc, ces gens-là vont, dans les années 70, va influencer beaucoup. Et puis, il va se passer deux choses. D'abord, dès les années 60, après la création de l'État d'Israël, au départ, le premier pays à reconnaître l'État d'Israël, c'est l'Union soviétique, je crois. Oui. Et puis, globalement, les États-Unis sont assez distants, sympathie, mais sympathie distante avec l'État israélien. Et progressivement, ces gens-là vont beaucoup agir pour que, globalement, les États-Unis, les politiques américains, je dirais, se lient avec l'État israélien, soutiennent l'État israélien, subventionnent l'État israélien, etc. Et ça va s'accentuer à partir du moment où, alors on ne sait pas qui est responsable de quoi, parce qu'on ne sait pas, c'est voilà, c'est simultané, parce que l'Union soviétique va progressivement, elle, se rapprocher des pays arabes jusqu'à la guerre des 6 jours, et va commencer à armer l'Égypte, etc., en même temps que les Américains, eux, arment Israël. Et donc progressivement, la cause israélienne, qui est très importante pour la communauté juive américaine, voilà, qui s'est renationalisée, d'autant plus qu'à l'époque, on fait la chasse aux gens qui ont dans la communauté juive russe, enfin soviétique, auraient des allégeances prioritaires à l'égard d'Israël, envers Israël, à l'égard, contre, je dirais, leurs intérêts de classe et leur patriotisme soviétique. Donc à l'époque, donc, il y a une tension en fait, dans la communauté juive et donc il y a des gens qui aussi, globalement, commencent à se défier des résistances et du discours de gauche, qui est un discours à l'époque, qui est un discours plutôt tiers-mondiste, qu'il a toujours été d'ailleurs, donc qui est un discours pro-décolonisation, favorable au droit des peuples à l'autodétermination, etc., etc., et donc qui est plutôt, la gauche américaine est plutôt pro-arabe parce que bah, elle estime que c'est leur... voilà, et interprète, analyse l'épopée israélienne comme globalement le dernier État colonial du monde, enfin, le dernier projet colonial du monde. Et donc la gauche américaine va devenir de plus en plus, par anticolonialisme, va se défier de plus en plus de la logique d'expansion israélienne, qui va prendre donc sa mesure pendant la guerre des 6 jours, où là il va y avoir, ils vont rafler des tas de trucs, etc. Le Sinaï, etc. Bon, bref. Et puis, simultanément, par le retournement soviétique qui va se mettre à soutenir, je dirais, les voisins d'Israël qui manquent d'armement, manquent de moyens, et qui se prennent une pilée d'ailleurs Monumental, ouais. par la guerre des 6 jours. Donc, en fait, dans ce contexte-là, c'est cette communauté qui est en rupture de banc avec son pays originel, mais qui se retrouve une patrie d'adoption à l'étranger qui est Israël, va devenir en fait un lobby pro-israélien, en même temps un lobby de l'armement et en même temps un lobby critique des évolutions de la gauche américaine sur la question coloniale notamment, etc., sur la question économique, coloniale, etc., etc. Dans les années 70, on a simultanément la guerre des 6 jours, plus ensuite la guerre du Vietnam qui va commencer. Et la guerre du Vietnam va provoquer une sorte d'électrochoc en fait dans la population américaine. Vraiment. Parce que là, les Américains commencent à comprendre, et à l'époque, le journalisme, c'est pas de la tarte, c'est sérieux. Les Américains, après la mort de Kennedy, et avec jusqu'au début de la guerre du Vietnam, commencent à perdre foi en leur modèle. Globalement, ils perdent des milliers d'hommes dans une guerre au Vietnam dont ils ne comprennent pas la logique. Ils n'arrivent pas du tout à piger
l'intérêt de cette guerre qui fait des dizaines de milliers de morts. Ils voient les mecs revenir amputés, etc., etc. Et cetera. Et donc le mouvement anti-guerre se développe aux États-Unis de façon très large. Et, euh, et les Américains découvrent en fait que leurs institutions sont pourries, pour faire simple. Voilà. Et que globalement, ils se retrouvent, sous prétexte de lutter contre les communistes, ils se retrouvent embringués dans des trucs impossibles. Et ça ne va pas beaucoup leur plaire. Donc globalement, je dirais l'attente des États-Unis, c'est de revenir une nation du bien, une nation qui fait le bien, anticoloniale, machin. Ils sont plutôt sur ce trip-là, les Américains à l'époque. Ils espèrent, ils veulent retrouver foi dans leurs institutions, etc., etc. Et cetera. Et ils découvrent progressivement que la CIA, alors il y a des bouquins qui sortent à l'époque montrant que la CIA se sert du trafic de drogue pour financer des contras, des machins et des trucs, que la drogue en question est revendue après au noir dans les quartiers de Harlem, etc. Donc je dirais, les Américains recollent tout et se disent, en fait, on a des institutions qui, non seulement font de la merde, mais surtout, elles font ce qu'elles veulent. C'est-à-dire qu'elles se financent, elles s'autonomisent, elles ouvrent des chambres de torture clandestines dans un certain nombre de pays de l'OTAN, en Pologne, en machin, etc., dans lesquels elles peuvent rafler des gens, les torturer pendant 3 jours en toute extraterritorialité, faire absolument ce qu'elles veulent. Bref, les Américains découvrent, enfin, c'est l'horreur. Voilà. Ils découvrent que leur pays est pourri, que leurs institutions sont assez pourries, qu'en plus elles se sont totalement maillées, elles se sont diffractées à l'échelle de la planète, parce que ce sont des institutions de l'État fédéral américain, mais elles se sont toutes donné des objectifs de politique internationale. Et donc, elles ont toutes une dimension mondiale, de certaines façons. Et dans l'ordre des activités mondiales, elles se donnent les moyens aussi de leur financement, notamment, par exemple, en créant des structures comme InQtel plus tard, qui c'était une structure d'investissement dans la Silicon Valley, qui va lancer quasiment tous les géants du numérique qu'on Ouais. connaît aujourd'hui, et qui sera une structure d'investissement aussi bien de Facebook que de Palantir, etc., etc. Donc à cette époque-là, les Américains commencent à en avoir ras-le-bol, et donc les néoconservateurs deviennent des conservateurs, c'est-à-dire deviennent des C'est ça. néoconservateurs. C'était des mecs de gauche, et là, ils se disent, c'est en train de partir en sucette. Ce président américain, Jimmy Carter, veut faire la paix. Il est trilatéraliste, hein, c'est un franc-mac, etc. Donc c'est plutôt un type qui est pro-mondialisation, on se tient tous par la main autour de la Terre, on est tous des frères, etc. Donc c'était pas un acharné de la guerre, c'était pas un nationaliste, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt un cosmopolite pro-paix, pro-démocratie, pro-machin, etc. À la gauche, un peu molle, etc. Et donc, ils vont réussir à faire élire Ronald Reagan, un acteur président d'un syndicat qui négocie avec la pègre, la mafia de Chicago, la mafia juge de Chicago depuis très longtemps, qui est un drôle de bonhomme, et qui vont réussir à faire élire comme président des États-Unis. Et c'est là qu'arrivent les néocons dans l'appareil d'État américain, dans ce qu'on appelle les troisième degrés de l'administration, c'est-à-dire au niveau sous-secrétaire d'État. Voilà. Et c'est comme ça que ça commence, c'est comme ça qu'ils commencent à débouler, je dirais, dans l'appareil d'État, alors qu'ils sont au départ plutôt des lobbyistes, des intellectuels, des reporters, des directeurs de revues, de fondations, etc. À partir de Reagan, ils entrent dans l'appareil d'État et commencent à devenir des politiques, et on commence à les voir innerver complètement le monde politique américain. Voilà. Je m'arrête là parce que je pourrais t'en parler Oui, des heures. c'est passionnant. En tout cas, et je rappelle que ton livre, Les néoconservateurs, une élite impériale, ben voilà, le titre indique et ce livre est disponible aux éditions Géopolitique profonde, je mets le lien ci-dessous. Euh, ces néoconservateurs, depuis cette époque, et surtout après la chute du mur et de l'Union soviétique, euh, vont rêver de faire, justement, élite impériale, de faire des États-Unis un véritable empire, non plus, qui correspond plus aux fondamentaux des États-Unis, mais qui deviennent, et d'ailleurs nous l'avons tous vécu, nous l'avons senti si on a été vivant ces 30 dernières années, une priorité d'ailleurs autour du Moyen-Orient. Clairement, la Libye, déjà dans les années 80, puis ensuite Irak, Afghanistan, ensuite au 11 septembre. On pourrait se poser la question de leur rôle dans le 11 septembre aussi. Mais surtout, peut-être pour expliquer, tu expliques dans ton livre que c'est une nébuleuse un petit peu. Ce n'est pas un bloc totalement voilà, uniforme avec une idéologie précise. C'est très loin Oui, du modèle soviétique.
Oui, oui, en fait c'est une nébuleuse qui s'appuie sur des familles, qui s'appuie sur des réseaux communautaires, qui s'appuie sur des moyens, des lobbies, des organisations, etc. Donc c'est vraiment une communauté en mouvement, si je puis dire, euh, et qui va effectivement réorienter, qui va avoir pour effet, et donc je vais pas, ça sert à rien que je passe trop de temps sur tout ça, parce que évidemment tout ça est dans le livre, qui va passer globalement, qui va transformer en fait son action pour mettre globalement les États-Unis au service de la politique étrangère, de la politique extérieure d'Israël, notamment dans ses relations avec ses États voisins, remodeler, essayer de tenter de remodeler le prochain Moyen-Orient, déstabiliser des voisins, enfin des espaces, et va essayer de faire coïncider les intérêts américains et les intérêts israéliens jusqu'au moment, globalement, où les Américains vont comprendre que ça sert surtout les intérêts israéliens et assez peu les intérêts américains. Et on va globalement, si Trump a été élu, c'est parce qu'on est arrivé, je dirais, au bout du bout de ce process-là. Non seulement à partir de Bush fils, les Américains ont compris que les institutions en question non seulement faisaient ce qu'elles voulaient, mais en plus, contrairement à ce qu'on leur avait dit, parce qu'on leur avait dit, ouais, mais à partir des années 70-80, on explique aux Américains, par patriotisme, il faut que vous acceptiez qu'on soit obligé de faire des trucs crades à l'extérieur pour préserver notre pureté intérieure. Je simplifie, mais c'est en gros c'est un peu le leitmotiv de tous les films hollywoodiens de l'époque, c'est-à-dire il faut avoir des durs, des mecs qui n'aient pas peur, etc., etc. Il faut qu'on ait des vrais, très gros durs méchants à l'extérieur pour protéger à l'intérieur nos familles, notre bien-être, notre richesse, etc., etc. Et donc cette idée de, en gros, qu'on fait passer aux Américains, c'est OK, bon, vous êtes au courant que c'est pas très clean ce qu'on fait, on place des militaires ou des régimes tortionnaires dans tous les pays du monde, ici, là, là et là, c'est un peu cradin, où on fait monter des terroristes ou des régimes salafistes ici et là. Bref, on fait un peu de la merde, mais on le fait pour la bonne cause, parce que globalement, on se bat contre des méchants, et contre des méchants, tous les coups sont permis. Et donc ça, ce discours-là va s'installer dans les années 80, il va perdurer pendant un certain temps, jusqu'au moment où les Américains vont se rendre compte que non seulement les institutions en question continuent absolument à faire ce qu'elles veulent, s'autofinancent, sont devenues autonomes du Mhm. pouvoir politique, mais en plus menacent leurs propres droits dans leur propre pays. Et typiquement, avec l'affaire Snowden, les Américains vont découvrir que les institutions en question se sont dotées de moyens d'interception, de communication, de fichage sur la population américaine aussi, et que donc, en fait, le prétexte de la guerre à l'extérieur pour la pureté et la liberté à l'intérieur bah, ne tient plus beaucoup. Ouais. Voilà. Et donc, c'est en gros à ça qu'on va arriver, c'est-à-dire au moment où, euh, après, je dirais, le dévoilement de l'affaire Snowden, il y en aura d'autres, hein, le ras-le-bol aussi qui monte dans la population américaine du fait des guerres menées en Irak et ailleurs, où ils voient des cercueils de jeunes Américains revenir avec le drapeau américain dessus. Euh, Malgré le travail de remâchage qui avait été fait pour la mémoire américaine autour des Rambo, des choses, etc., pour, après la guerre du Vietnam, essayer de réconcilier les Américains avec l'histoire de la guerre du Vietnam, machin, etc., il y a eu tout un boulot qui a été fait d'héroïsation, en quelque sorte, pour essayer de réconcilier les Américains avec cette histoire-là. Là, ça va être de plus en plus compliqué de le faire, et globalement, s'installe dans l'opinion publique américaine l'idée que globalement, ces gens-là font ce qu'ils veulent, ils ne répondent plus, c'est ce qu'on va appeler le deep state, l'état profond, Mhm. et donc ils ne répondent plus, font ce qu'ils veulent, et commence à devenir même dangereux pour nous, pour eux à l'intérieur. Voilà, c'est en gros c'est l'idée qui va s'installer, idée qui va typiquement aussi avec ces morts qui arrivent de guerre en Irak et ailleurs, où les mecs se disent, ok, mais pourquoi est-ce que mon fils est allé mourir pour l'Irak, quoi? Qu'est-ce qu'on allait foutre là-bas? Et c'est l'époque aussi où tu as Madeleine Albright qui explique que ça valait le coup de faire tuer 500 000 bébés irakiens pour installer la démocratie en Irak. Voilà. Je te dis devant micro, quoi. Donc, euh, les néoconservateurs vont commencer à devenir globalement un repoussoir à partir des années Bush pour qualifier, pour désigner globalement des élites folles servant essentiellement les intérêts d'Israël et ceux des lobbies militaro-industriels et énergétiques, et qui globalement forcent les Américains à faire des guerres, à financer des armes, à financer des guerres, alors que leur système, que leur pays se bat en couille, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que chez eux, ça va plus à l'intérieur. Les gens sont épidémies d'obésité, le système social totalement défaillant, des millions de personnes qui dorment dans leur bagnole, je ne sais plus combien de millions de sans-abri, 70 millions de personnes qui vivent avec des tickets restaurants, pardon, pas des tickets restaurants, des tickets repas.
Mhm. qui bouffent les repas, etc. Donc, les chaussées défoncées sur les routes, le scandale du fentanyl et de la crise des opiacés qui fait des centaines de milliers de morts, etc. Donc les Américains ont l'impression que leur pays est en train de se casser la gueule littéralement, de s'effondrer en termes de compétences, de bien-être, de qualité de vie. Leur modèle ne fait plus du tout rêver. On est très loin des films d'Hitchcock. Hein. Là, pour le coup, tu regardes les rues d'une ville américaine aujourd'hui, tu regardes Grace Kelly et Clark Gable, et les films d'époque, tu t'aperçois que tu es dans un autre monde, effectivement, et tout ça, ça s'est passé en 50 ans. Donc les Américains sont pas cons, ils ont quand même bien vu que ça allait pas vraiment bien chez eux. Et donc ça, plus la violence, plus les tensions interraciales, plus tout un tas de trucs, s'est installé dans l'idée chez les gens que globalement, il fallait demander à leur politique de reprendre la main et de consacrer l'essentiel de leur énergie, non pas à aller faire la guerre pour les intérêts israéliens ou pour on ne sait quoi, mais de s'occuper des gens, des problèmes des gens à l'intérieur. Voilà. Et Nous allons. voilà pourquoi les néoconservateurs, je m'arrêterai là, hein, et Oui. voilà pourquoi les néoconservateurs sont devenus en quelque sorte un peu la bête noire, se sont aussi réorganisés, et là j'en parle un peu dans le bouquin parce qu'ils entament une mue pour globalement continuer à faire le même boulot, mais en abandonnant les éléments les plus discutables de leur approche. Et globalement, Donald Trump, c'est, je dirais, la tentative par les électeurs américains de mettre un terme à cette logique impérialiste, militariste, etc., pour mener une politique qui vise en fait à leur apporter une protection économique, culturelle, sécuritaire dans leurs frontières, à l'intérieur. Les Américains ont plus envie de faire régner la loi et la paix dans le monde, ils ont simplement envie de bien vivre correctement chez eux. Et voilà où on en est. Donc, voilà pourquoi Non, le bouquin est utile. Je terminerai avec ça, mais voilà peut-être pourquoi le bouquin est utile, parce que pendant des années, en fait, les gens, le grand public, s'est globalement contenté des rapports de force qui étaient relatés dans la grande presse. Tu disais, c'était la droite contre la gauche, les marxistes contre les capitalistes, machin, etc. Bon, et puis les gens ont commencé à se dire que globalement, tout ça n'avait pas beaucoup de sens quand on analysait les décisions prises par les gouvernements. Alors les gens disaient c'est de la trahison, mais il s'est caché, mais il disait ça, mais il a fait ça. Et puis au bout d'un moment, les gens se sont dit non, mais en fait, bon, il y a des trucs qu'on ne comprend pas tout simplement. oui. Voilà. Donc typiquement, les néoconservateurs, ça fait partie de ces trucs que les gens ne comprennent pas, qu'on comprenne mal. Tout le monde a entendu parler des néoconservateurs, mais personne ne savait exactement de quoi on parlait. Donc l'intérêt de sortir un livre là-dessus, bah, c'était de dire ok, bah, on va vous rendre les choses un peu plus claires, et quand on parlera de ça, au moins, bah, vous saurez de quoi on parle. Le phénomène néoconservateur, il appartient plutôt au passé. Il est en train de se transformer pour l'instant. Je veux que ce cas-là à la fin de mon essai. Mais ça appartient à notre histoire et je trouve que c'est important à notre époque, je dirais, de dessiner un peu voilà, les gens et de les amener à comprendre ce qui, derrière l'apparence des oppositions politiques parfois factices, etc., mènent, déterminent la politique qui a une influence sur leur pays, qui fait qu'on cherche absolument à faire la guerre aux uns et aux autres, qu'on dépense des milliards pour des trucs inutiles, etc. Il y a un moment où si on se contente de regarder CNews ou TF1, on ne comprend pas ce qui se passe. Bon, donc C'est clair. il faut prendre du recul et bah, ce type d'essai peut contribuer à le faire. Et c'est sans doute pourquoi il a un énorme succès. En tout cas, moi, je l'ai trouvé passionnant. On parle aussi des néoconservateurs en Europe et dans nos pays, et ça explique beaucoup de choses. Laurent, je te remercie, mais nous allons continuer cette discussion dans la deuxième partie, dont le lien sera ci-dessous. Vous pouvez cliquer et accéder à cette deuxième partie sur mon Patreon. Laurent, merci beaucoup. Le lien pour ton livre est sous le descriptif. Et de toute façon, à tout de suite dans la deuxième partie. À tout de suite.